ces trois récits d'expérience de la médiation, on va, dans le cadre que nous a proposé Agnès tout à l'heure, se recentrer peut-être sur 2 points et il me semble aussi changer d'échelle sur la question de la médiation. Donc les 2 points, il y en a le premier, on va revenir du coup sur les mots et sur l'usage du vocabulaire relatif aux sciences sociales et comment ces mots ou ces termes peuvent être transposés, traduits, mais en pratique, en action, auprès de publics non initiés, non académiques. La deuxième chose, ce sera, à travers finalement les 3 expériences qui vont nous être présentées, de revenir sur les effets de la médiation et sur la notion d'impact. Donc on en a parlé ce matin, mais on a parlé finalement de l'impact de nos recherches envers un public, mais pas finalement de l'impact de nos recherches sur les personnes qui travaillent avec nous, qui sont enquêtées, donc finalement sur l'impact de, je sais pas comment de nos recherches sur nos enquêtés. Je pense que ce sera très bien comme ça, et du coup, à la fois finalement l'impact dans ce sens-là, mais aussi dans un autre sens, quel est l'impact de la médiation finalement, ou du travail avec d'autres acteurs sur notre propre manière de faire de la recherche. Et ce qui serait une question plus générale peut-être, ce serait finalement, est-ce que la médiation, ce serait une manière finalement de construire un espace de coproduction du savoir scientifique. Donc pour à ces différentes questions, je pense qu'on va pouvoir, les 3 témoignages qui vont nous être présentés là, donc celui de Sarah Jane Krieger, qui est post-doctorante au sein de l'UMR Passage, qui va nous parler du coup de son expérience de recherche, qui l'a conduit à être prise en relation à la fois avec des citoyens, mais aussi avec des chercheurs de diverses disciplines. Donc ensuite, on aura Patience, qui est doctorante en sciences politiques au centre Émile Durkheim, et elle, son travail, c'est avec des industriels. Donc là, on aura un autre monde. Et enfin, Chabière, qui est du coup directeur de recherche au CNRS, qui interviendra sur son expérience de recherche auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont du coup un milieu très ouvert à la recherche et qui perçoivent très bien l'utilité sociale de ce que l'on peut faire. Donc, je vous laisse la parole. Et, Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, je suis un peu stressée de commencer, mais je vais me lancer. Je vais donc vous parler du projet de recherche sur lequel je travaille actuellement et puis amener du coup des réponses aux questions qui sont posées. Donc effectivement, je suis actuellement en postdoc et j'ai été recrutée sur le projet de recherche Regard. C'est un projet qui est porté par la métropole de Bordeaux, qui est coordonné par le LIR. Le LIR, c'est le Laboratoire Recherche et Développement de Suez. Et c'est un projet qui associe 9 équipes de recherche, donc des équipes de recherche de l'Université de Bordeaux-Montaigne, du CNRS, d'IRSTEA, enfin voilà. Et des équipes de recherche dans différentes disciplines, aussi bien sciences de l'environnement que sciences humaines et sociales. C'est donc un projet qui est interdisciplinaire et qui est territorialisé. Et l'objectif de ce projet, c'est de diagnostiquer les micropolluants et de lutter contre. Alors les micropolluants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des polluants qui sont présents en quantité infime et qui sont susceptibles, malgré cette petite dose, d'avoir un impact sur les milieux aquatiques. Ils ont différentes sources, à la fois des sources naturelles, mais surtout des sources anthropiques, donc agriculture, industrie, transport, mais également la source domestique. Et moi, alors l'objectif du projet, c'est de trouver des leviers d'action pour réduire l'émission de micropolluants, parce que pour l'instant, les stations d'épuration ne les traitent pas tous, parce que de toute façon, on ne les connaissait pas, donc vous ne pouvez pas les traiter, mais c'est aussi qu'il y aurait un certain coût financier à traiter ces micropolluants, donc on essaye de voir si on ne peut pas les diminuer à la source. Et donc ces différentes sources dont je vous parlais, dont la source domestique. Et moi, j'ai été recrutée du coup pour
pour travailler sur cette fameuse source domestique. Et l'objectif du postdoc était intitulé quelque chose du genre faire accepter le changement de pratique à des familles, en mettant en place une méthode de ménage référent de foyers témoins, un peu comme les familles à énergie positive ou les familles zéro déchet. Donc c'était vraiment l'idée d'acceptabilité sociale du changement pour ces citoyens. Alors dès l'entretien de recrutement, en fait, j'ai pris la liberté de reformuler cette question. Apparemment, j'ai bien fait vu que j'ai été recrutée, mais je leur ai dit que plutôt que parler d'acceptabilité sociale, je préférais qu'on parle d'appropriation d'enjeux environnementaux et en particulier de l'appropriation de l'enjeu micropolluant par les citoyens. Et si on voulait les faire changer de pratique, plutôt que de leur imposer des pratiques et des changements tels qu'imaginés par des ingénieurs ou des chimistes, plutôt de construire en collaboration avec eux, avec ces volontaires qui allaient être recrutés, les changements possibles. Et c'est comme ça qu'est née l'expérimentation Famille au défi, que je vais vous présenter très brièvement. Donc c'est une expérimentation qui a duré 6 mois. Ça a commencé l'année dernière à cette époque-là par des entretiens sociologiques qui ont permis en fait, après le recrutement des volontaires, bien sûr par une annonce, j'ai rencontré ces volontaires et j'ai fait un entretien social pour les caractériser, voir quel était le profil de ces familles, aussi bien en termes sociodémographiques, socio-économiques, que dans leur rapport à l'environnement. Et puis, suite à cela, s'est mis en place vraiment le cœur de l'expérimentation, c'est-à-dire le suivi des pratiques et l'essai de travailler au changement. Donc, ça s'est passé sur 3 mois. Donc, il y a eu une première période où on a cherché à suivre les pratiques des familles, donc les pratiques domestiques, c'est-à-dire toutes celles liées à l'hygiène corporelle, à l'entretien de la maison et à la médicamentation. Et ça, on les a suivis via une appli dédiée qu'on a créée avec CapScience. Le but était de connaître les types de produits utilisés par les familles, les quantités et les fréquences, pour vraiment avoir un état des lieux des produits qu'on utilise au quotidien. Ça a duré 4 semaines où les gens renseignaient quotidiennement les produits qu'ils avaient utilisés au jour le jour. Et puis, suite à cette période de référence qui avait été lancée par une réunion de lancement, évidemment, où on avait réexpliqué la démarche, s'est mis en place une réunion de mi-parcours où là, on a travaillé avec les familles en petits groupes sur les solutions qu'elles pensaient possibles à mettre en place au sein des familles, pas forcément les leurs, mais les changements qui pouvaient être mis en place pour diminuer l'émission de micropolluants. Et à la fin de la réunion, on demandait aux familles, pour être famille au défi, de s'engager sur un changement. Ça pouvait être lié à l'hygiène corporelle, à l'entretien de la maison et sur un dispositif de substitution de produits ou de réduction. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, suite à ça, on repartait sur une période où on allait de nouveau suivre leurs pratiques, où, pareil, ils rentraient via l'application les produits qu'ils utilisaient au quotidien, dont ceux qu'ils avaient changés. Et pendant cette période de changement, on a demandé à ce que les familles auto-évaluent leur changement via un questionnaire qu'on envoyait toutes les semaines où ils nous répondaient sur leur satisfaction en termes de praticité, confort, coût du changement. Parallèlement à cette auto-évaluation, pendant cette période de changement, on avait mis en place un accompagnement via diverses activités pour en fait permettre aux familles d'avoir des connaissances sur les enjeux eau et en particulier micropolluants qui sont très peu connus du grand public, en leur présentant les premiers résultats du projet, en leur faisant visiter une station d'épuration pour leur expliquer le cycle de l'eau, mais également plus des activités sur un rapport plus direct à la nature pour leur montrer comment nature et urbanité s'entremêlent, et puis également des connaissances pratiques par la lecture d'écolabels, de pictogrammes, fabrication de produits maison, pour qu'ils acquièrent des connaissances pratiques. Et on avait mis en place un blog pour que les familles puissent échanger entre elles. Et parallèlement à cette démarche SHS, il y avait un suivi chimique, parce que j'avais dit que c'était donc un projet interdisciplinaire. Donc les chimistes ont travaillé, ont prélevé en fait
je vous la fais en version raccourcie, les eaux usées des familles pendant la période de référence puis de changement pour voir si on pouvait effectivement mesurer le changement de pratique dans le rejet des eaux usées en observant ou pas une diminution des micropolluants. Et puis cette démarche Famille au défi s'est finie par la réunion finale. Finalement, c'était des entretiens collectifs où là, on a souhaité faire discuter les familles sur les freins et moteurs au changement. Donc le but de cette démarche, c'était bien d'expliquer le changement qui effectivement s'est mis en place. Hein. Les familles, on leur avait demandé de s'engager sur un changement à la réunion de mi-parcours. Finalement, ils se sont engagés sur 2 et au fur et à mesure de l'avancée de l'étude, sont partis sur 5 changements. Donc il y a bien eu changement. Donc voilà, l'objectif, c'est d'expliquer le changement à la fois par des variables sociologiques classiques, mais également par le rapport à l'environnement, mais aussi par l'accompagnement. Et ce qu'il en est ressorti, alors par exemple, par rapport à la réception de la démarche par ces familles, donc avec qui on a travaillé au quotidien pendant pas loin de 6 mois. Donc lors de la réunion finale, mais aussi lors de la soirée de clôture, où on leur a présenté les premiers résultats, et c'est d'abord que aussi bien ils comprenaient ils comprenaient pas, mais ils voyaient l'intérêt de la démarche chimie, qui était tout à fait une démarche scientifique qui ne remettait pas en cause. Par contre, la démarche SHS, ils la trouvaient intéressante, et d'ailleurs, sous un ton très bienveillant, nous disait c'est intéressant, c'était bien, ça nous a beaucoup plu, mais finalement, c'est une démarche citoyenne et ce n'est pas une démarche scientifique. Et donc, il fallait justifier, comme il avait fallu le faire à plusieurs reprises avec les partenaires, mais également avec les financeurs ou les porteurs du projet, en quoi c'était bien une démarche scientifique qui s'appuyait sur des théories et des méthodes en sociologie et en psychosociologie, vu que je travaillais avec des psychosociologues. Et puis, ce qui était aussi intéressant, j'ai trouvé par rapport à ces familles, c'était les attentes déçues. Parce que nous, on n'a pas voulu, donc, je vous avais dit que au début, ceux qui avaient pensé le projet voulaient faire accepter des changements en proposant des changements, en disant famille, vous allez changer votre lessive ou votre gel douche. Or, c'est pas ça qu'on a fait. On leur a dit choisissez les changements parce qu'on voulait voir comment se passait le changement, quelle était l'amorce au changement. Et les familles étaient déçues. Elles voulaient au contraire qu'on leur dise, arrêtez d'utiliser telle marque, et arrêtez d'utiliser, je sais pas moi, le petit Marseillais, mais utilisez tel produit écolabellisé parce que d'un point de vue chimique, on est sûr qu'il est sans impact. Or, ce n'est pas le cas. Les chimistes ont beaucoup d'incertitudes par rapport à tous ces produits qu'on utilise, qui en plus, il y a des combinaisons de molécules et qui s'amplifient dans les milieux naturels. Et donc voilà. Et donc le fait qu'on remette en question des certitudes scientifiques, l'image que les familles ou les citoyens, les gens qui ne sont pas du monde de la recherche, sciences dures, ont des certitudes... ça les a un peu chamboulés, en fait. Ils étaient déçus que, d'une part, on ne puisse pas leur prescrire le changement et dire ce qu'il faut faire, mais qu'en plus, j'ai perdu le fil, qu'on ne pouvait pas leur prescrire le changement et que parce que les chimistes n'étaient pas sûrs de tout ce qui pouvait avancer. Alors que pourtant c'est vu comme une science dure, une science où il y a des résultats qui sont assez inébranlables. Et puis parallèlement à ça, je vous avais dit qu'il y avait un suivi chimique, les résultats chimiques n'ont pas été probants. C'est-à-dire que on a travaillé sur 5 familles qu'on a suivies chimiquement parce qu'au niveau, il y avait toute une logistique à mettre en place et il y avait très peu de maisons qui étaient éligibles au suivi chimique pour pouvoir prélever les eaux usées, alors qu'on a travaillé avec une quarantaine de familles pour le suivi, on va dire SHS. On n'a pas pu vraiment, les chimistes peuvent caractériser des familles en fonction des rejets de micropolluants, mais ils ne peuvent pas dire qu'il y a un changement alors qu'il y a un changement de pratique. Et là, pareil, encore une fois, déception des familles. Voilà. Mais pour autant, c'est une démarche qui a beaucoup plu, mais beaucoup plu. Alors du coup, moi, ça m'a mis parfois un peu mal à l'aise parce que du coup, ce qui ressortait, c'est c'est bien, les familles finalement ont accepté l'enjeu micropolluant. Il y a même des familles qui ont repris cette terminaison d'acceptation sociale, d'acceptabilité sociale, alors que moi, je m'étais battue contre dès le début
de la démarche. Puis, c'est bien parce qu'effectivement, on arrive à changer les pratiques, donc, certes, mais en même temps, du coup, toute la démarche sociologique, critique et d'explication, tout ça est un peu relayé au second plan. Et je me dis que, mis à part, finalement, dans le livrable final et éventuellement dans des articles, je ne sais pas comment le mettre en avant et en parler. Parce que c'est pas ça finalement qui est demandé ni par le financeur ni par les porteurs. Voilà. J'espère que j'ai pas trop. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis en doctorat CIFRE chez Seva Santé Animale, qui est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire basé à Libourne. Et je voulais partager aujourd'hui, à mes yeux, des intérêts de la thèse CIFRE. Alors, il y a bien évidemment des difficultés, et j'ai commencé par ne voir que ça quand j'ai commencé. Notamment parce que quand je suis arrivée et que j'ai fait une première présentation dans l'entreprise de la problématique de la thèse et de la méthodologie, on m'a gentiment répondu « Ton PowerPoint est vraiment nul et on ne comprend rien quand tu parles ». Je me suis dit que ça allait être très 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 long. Donc je suis retournée à mon bureau et je me suis fait coacher, donc un petit peu déformée aussi par les gens avec qui je travaillais, et notamment beaucoup de marketeurs, parce que je travaille pas mal avec le marketing. Et ça a été un petit peu difficile au début, et puis finalement je pense en tout cas, réussi à trouver un terrain d'entente, à savoir que je n'étais pas là pour justifier ma recherche, puisque de toute façon, ils m'avaient prise. C'était bon, j'étais peut-être pas obligée de revenir dessus, mais qu'en revanche, là où il fallait que je bataille un petit peu, c'était plutôt pour imposer mes méthodologies de recherche. Et en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que s'ils avaient pris une chercheuse en sciences sociales, c'est qu'ils étaient intéressés par ces sujets-là et intéressés par les méthodologies. Et donc, malgré le fait que l'objet de la recherche était imposé, il s'agit de travailler sur les propriétaires d'animaux de compagnie, travailler sur leur consommation. Pas le choix, hein, c'est un peu cadré. J'ai quand même une marge de manœuvre assez importante sur les méthodologies, puisque eux n'avaient pas d'attente particulière là-dessus. Et je trouve ça particulièrement stimulant de travailler avec des industriels qui ont leurs propres approches. Ils ont leurs études en marketing. Je travaille avec la personne qui s'occupe des études de marché, qui m'a expliqué ce que c'était, qui m'a initié à les faire, parce que comme Nadia, du coup, je me retrouve aussi à faire des études de marché et entretenir un système sur lequel je travaille aussi. Et le côté positif de tout ça, c'est que autant au début, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient m'imposer leur méthodologie de recherche, et pour autant, ils étaient plutôt curieux. Donc le premier défi, c'était de leur faire comprendre que lire des articles scientifiques, c'était intéressant, et pour eux aussi, parce que ça leur permettrait de constater qu'ils n'étaient pas tout seuls à se poser beaucoup de questions, qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui avaient travaillé dessus, et qu'il y avait déjà une partie des réponses qui étaient écrites. Donc pas besoin de refaire l'étude de la science et de l'histoire de la relation homme-animal, il y en avait déjà beaucoup qui l'avaient fait. En revanche, il y avait des aspects de la recherche qui étaient beaucoup plus intéressants. Et là, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir m'ouvrir aussi à de nouvelles méthodes de recherche, parce que quand je leur ai dit qu'il fallait faire des interviews avec des propriétaires d'animaux de compagnie, donc en France puisque c'est l'objet, mais ils m'ont aussi demandé de travailler sur les États-Unis, vaste pays, et sur le Royaume-Uni. Et là, ils se sont dit, oh là là, s'il faut qu'on l'envoie 3 mois sur le terrain, tout frais payé, ça va nous coûter une fortune. Donc, ils ont proposé de faire des entretiens qualitatifs en ligne, donc en fait, qui correspondaient à des sortes de blogs que j'ai animés pendant 15 jours avec chaque propriétaire. Autant au début, j'ai eu super peur parce que je me suis dit, oh là là, du coup, ils vont avoir accès à tous les questionnaires, ils vont complètement biaiser la recherche. En fait, concrètement, ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper du truc tous les jours. Donc autant les 2 premières journées, je les avais un peu sur le dos. T'as pas bien posé cette question, t'as oublié de leur demander ça. Autant au bout du 5e jour, je peux vous dire qu'il n'y avait plus personne pour me demander comment il fallait faire les choses. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que c'était une nouvelle méthode d'enquête. J'avais jamais fait ça. Les résultats étaient assez stimulants. Et visiblement, sur les restitutions, ça leur a plu suffisamment pour que sur le quanti, on me laisse une marge de manœuvre quasiment totale sur le questionnaire, et qu'on me donne des moyens techniques et financiers auxquels je n'aurais pas eu accès. Je pense que j'aurais jamais pu faire 3000 questionnaires sur mes enquêtés si derrière j'avais pas eu les moyens qui m'ont été accordés. Donc je pense que, en tout cas à mes yeux, un des intérêts de travailler avec des industriels, c'est qu'ils permettent, au-delà en fait de la question et des résultats qu'ils attendent, ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est la méthodologie. Parce que finalement, on l'a co-construit. Eux, ils se rendent bien compte que les résultats, finalement, ils veulent un profil de propriétaire d'animaux de compagnie. N'importe quelle agence peut leur en rendre un la semaine prochaine s'ils veulent. En revanche, un profil tel que nous l'avons dessiné ensemble, précis,
poussés avec des enjeux qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir mettre dedans. Ça, c'est vraiment intéressant. Et finalement, l'apport qu'on peut avoir pour eux, c'est pas tant le résultat que la méthodologie. Et ils se sont rendus compte que ce qui pouvait être pertinent, c'est qu'à terme, c'est pas tant les profils tels qu'ils vont être dessinés, parce que finalement, l'étude, il faudra la refaire autant de fois qu'ils en auront besoin, mais c'est justement la refaire, en fait. C'est essayer de reproduire ça. Et autant je me suis aussi posé pas mal de questions éthiques sur est-ce que c'est vraiment bien de travailler sur le marketing de produits que je cautionne pas forcément, de continuer à vraiment engrainer un système où on vend des trucs que je trouve pas très utiles pour nos animaux de compagnie. Bon, j'ai un peu fait la part des choses et je me suis dit que finalement, si avec un questionnaire un peu plus sociologique et un peu moins... on pose des questions pour lesquelles on a déjà les réponses et dont on veut les réponses qu'on a déjà dessinées, peut-être que ça sera un peu moins biaiser les choses et un peu plus écouter les propriétaires. Donc voilà mon retour d'expérience. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisatrices pour ces 2 journées, vraiment, qui touchent à des questions de fond. Donc très brièvement, j'ai eu quelques petites expériences de recherche et donc de médiation dans des milieux assez différents, donc, qui vont des milieux religieux aux milieux économiques, en passant par des milieux culturels, avec des attitudes plus ou moins ouvertes aux sciences sociales. Je me souviens d'un entretien qu'on avait fait avec Andy dans le cadre d'un projet ANR. On avait fait un entretien avec un acteur du négoce dans le monde du vin, et qui avait commencé en nous disant « Pourquoi est-ce que je devrais répondre à vos questions ?» Alors, en fait, c'était une très bonne question. Alors, lui, il le posait avec un prisme utilitariste, et donc on avait négocié l'entretien, qui s'était ensuite bien passé, mais c'était une très bonne question. Et c'était pas évident pour nous de répondre, quoi. On avait fait un mélange, on négocie, un mélange de promesses et de menaces. C'est-à-dire qu'on avait dit, oui, l'argument, les sciences sociales, c'est très utile, etc. Puis on avait dit, par contre, vos ennemis, eux, ont accepté de nous donner l'entretien, et donc on a leurs arguments. Donc, enfin, bon, bref. Les choses se sont passées un peu différemment dans une autre étude de cas, qui était un travail sur une étude de cas très locale et en fait beaucoup moins approfondie que les travaux dont on a parlé là. Un travail sur l'économie sociale et solidaire, qui est une recherche qu'on a faite avec Daniel Demoustier, qui est économiste à Sciences Po Grenoble, sur le PTCE, alors un pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine, qui est une forme en fait de regroupement territorial, un pôle d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis avec des partenariats avec l'économie publique, l'économie marchande, et un pôle qui entend être plus qu'un simple cluster d'entreprises, mais qui entend donner une empreinte économie solidaire, économie sociale au développement local. C'est un peu leur ambition, quoi. Alors qu'il est basé au sud des Landes, mais il couvre son territoire d'action, c'est vraiment le Sud-Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, et ils ont même un projet transfrontalier avec une école transfrontalière de l'économie sociale et solidaire. Il est piloté par le comité de bassin d'emploi du Seignance. Alors là, ce sont les acteurs qui sont venus nous chercher, en fait, pour avoir une chercheuse vraiment spécialiste de l'économie sociale et solidaire, et même inspiratrice, qui était déjà dans la médiation du modèle PTCE à l'échelle nationale, de la politique nationale, et un autre chercheur qui avait travaillé sur les questions de mobilisation territoriale. Alors, ils étaient obligés en fait d'avoir des chercheurs, c'était une des conditions pour l'appel à projet PTCE qu'ils ont obtenu au niveau national, mais ils auraient pu le faire autrement. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire en allant chercher des équipes d'économistes et de gestionnaires qui auraient essentiellement travaillé sur leur modèle économique. Parce que la grande question c'est ça, c'est comment vivre une fois que les financements nationaux sont terminés. Alors, donc ça c'est intéressant. Alors la dimension de médiation de cette recherche, elle s'est traduite par 3 éléments. D'abord en termes de méthode, parce qu'on a travaillé on a fait 7 séminaires de 2 jours à chaque fois, avec des temps d'exposés, y compris théoriques, des chercheurs, des exposés par les acteurs. On se passait commande mutuellement, du travail en atelier parallèle, des restitutions. Et ensuite on a complété ça avec des entretiens individuels avec les structures et puis une analyse documentaire. En termes de résultats ensuite, on a fait un séminaire de restitution qui avait attiré près de 70 personnes du territoire, et on a fait un livre qui est sous presse, alors qui est un livre à statut intermédiaire, typiquement, entre production académique et outils, alors je ne dirais pas grand public, je dirais quand même outils pour les acteurs
de l'économie sociale ou les acteurs de la gouvernance territoriale, voilà, un peu médian. Et chez un éditeur, alors c'est un dirait petit éditeur, qui s'appelle la Librairie des Territoires, et qui ensuite, une fois que le livre sera publié, organise aussi ce qu'ils appellent des rencontres apprenantes autour des livres, entre les chercheurs et les acteurs sur différents territoires. Et puis démarche participative aussi, au sens où on a fait circuler, ce qui est toujours risqué, une première mouture du livre auprès des acteurs qu'on avait interrogés, et puis on a eu des retours de leur part qu'on a pris en compte ou pas. Voilà. Et puis troisième type de médiation, c'est en termes de prolongement, c'est que les acteurs nous ont déjà associés vraiment à un projet Interreg Espace Atlantique, alors un projet européen. Alors Interreg c'est intéressant parce que c'est plutôt pour des acteurs socio-économiques institutionnels, mais avec un volet recherche aussi. Donc là c'est intéressant pour nous pour avoir l'aspect comparatif. Et puis pour nous, voilà, de la facilité aussi pour mobiliser ces acteurs pour nos formations, pour les événements scientifiques, etc. Alors, quelle évaluation du processus côté recherche, pour finir les retombées positives, j'en vois deux surtout. Bon, d'abord, ça nous a ouvert l'accès quand même au terrain, aux acteurs, très facilement. Deuxièmement, on a aussi eu une mise à l'épreuve des cadres théoriques qu'on mobilisait, et on a été surpris par en fait la demande de théorie de la part des acteurs de ces milieux qui sont les coopératives, les associations. Ils nous demandaient des exposés sur l'économie de la proximité, sur les modèles de développement territorial, sur les clusters, sur le capital social, sur l'identité territoriale. Voilà. Donc du coup, ça nous obligeait à voir dans les cadres théoriques ce qui pouvait être utile et qui pouvait être transmis. Ça nous obligeait à beaucoup travailler, nous aussi. Donc ça, c'est retombées positives. Et puis des retombées, bon, évidemment, qui prêtent un peu plus à débat, c'est que, d'une part, les chercheurs, évidemment, ils sont pris dans des luttes définitionnelles qui animent ce champ-là. En l'occurrence, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a des petites luttes entre ESS versus entreprise sociale, etc. Le piège du local, au sens où on est pris dans des réseaux d'acteurs, et donc pas dans d'autres, forcément. On croise un peu les questions de lutte politique sur ces territoires-là, puisqu'on est sur des espaces hybrides vraiment complètement mêlés à la question de la gouvernance territoriale. Bon, c'est pas ingérable, mais il faut juste en être conscient. Et puis, il peut y avoir aussi des attentes différentes quand même des acteurs de ce pôle-là par rapport aux chercheurs. Par exemple, nous, puisqu'on travaille, on travaille sur les régimes territoriaux de l'économie sociale et solidaire, et on accorde une importance aux matrices historiques territoriales qui ont conduit à faire que ces dispositions à coopérer, là, elles peuvent apparaître sur ce territoire plutôt que sur tel autre. Par exemple, là, c'était un territoire historiquement industriel, avec une matrice ouvrière, des mobilisations collectives, toute une histoire longue de reconversion industrielle aussi, qui a amené les élus et les acteurs à coopérer d'une certaine façon, ce qui a amené aussi à terme ce pôle territorial. Pour certains acteurs, cette dimension historique, elle est très importante, et pour elle, ça constitue un récit, vraiment, un récit de la mémoire territoriale. Pour d'autres, non. Pour d'autres, on surévaluait ça. Ils disaient... Là, vous insistez trop au fond sur la singularité de cette expérience, et nous, on veut au contraire montrer qu'elle est transférable. Bon. Donc on avait ce genre de débat-là, c'était très intéressant. Et alors on verra maintenant les retombées qu'on aura après la publication de ce petit livre. Mais moi, il me semble que déjà le résultat pour eux, pour les acteurs avec qui on a travaillé, c'était plus le processus, et notamment les séminaires de travail, que la publication elle-même ou que les résultats. Parce que je ne suis pas sûr que dans le livre, on leur dise des choses qu'ils ne sachent déjà, au fond. C'est plus, pour l'instant, les retours qu'on a, c'est le processus qui les a intéressés. Voilà. Donc expérience plutôt positive. Et puis une volonté aussi de maintenir ce lien privilégié avec les acteurs pour pouvoir continuer un terrain qui, pour moi, c'est une enquête encore embryonnaire. Mais quand j'aurai du temps pour refaire du terrain, je désespère pas d'y repartir. Merci beaucoup. On a le temps, Sophie.
On a le temps de faire une série de questions. Oui. Donc si vous avez des questions, on va faire un petit tour de quelques questions. Non. Non, j'ai peut-être du coup dépeint un peu le projet et puis mon postdoc de manière peut-être un peu trop gris foncé, je sais pas. Non, mais ça m'a quand même beaucoup plu. Peut-être, je sais pas, peut-être 3 raisons là qui me viennent à l'esprit. D'abord parce que c'est un projet qui porte sur des questions d'environnement. Et voilà, je me suis spécialisée sur ces questions depuis ma maîtrise. Et là, c'est sur la thématique des micropolluants, donc ça fait une thématique environnementale à explorer de plus, quoi, donc des compétences et des connaissances là-dessus intéressantes, et surtout les enjeux de l'eau et des eaux usées. Donc voilà, vraiment une acquisition de connaissances là-dessus. La collaboration avec plusieurs partenaires et donc des gens, donc des chimistes, des ingénieurs, des gens d'autres disciplines. Et du coup, c'est lié au troisième argument, c'était leur ouverture quand même par rapport à mes questions, parce que comme dit, dès le recrutement, alors l'entretien de recrutement s'est fait face à moi, j'avais une sociologue, une psychosociologue et 2 écologues en écologie humaine. Donc quand même des gens plutôt côté SHS, mais du coup ils ont vraiment bien vu mon questionnement et ont accepté finalement que je remette en question comment le projet avait été pensé, et pas tout le projet évidemment, hein, mais cette partie du projet. Après du coup c'est vrai que c'est
ce qui était aussi intéressant, c'était après tout le travail de... Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle une recherche-action, mais enfin, j'ai quand même travaillé en collaboration avec toutes ces familles de volontaires, quelque chose que je n'avais pas fait par le passé. Et donc, pareil aussi, une acquisition de compétences en la matière intéressante. Là où je suis peut-être un peu plus déçue, c'est que toute la dimension plus scientifique, plus sociologique, elle est reconnue par les gens du projet, aussi bien les écologues que les chimistes, que les ingénieurs, mais voilà, le porteur politique, les financeurs, ça, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais je vois bien quand je présente le projet, ce qui les intéresse, voilà, c'est le nombre de changements que les familles ont mis en place, et c'est le fait que les gens ont compris ce que c'était les micropolluants, et qu'ils acceptent cet enjeu écologique, et puis voilà. Donc moi, c'est un peu là-dessus que du coup, je me pose des questions. Mais bon, c'est peut-être mon côté un peu, le côté réflexif, là, vu que la démarche touche à sa fin. Mais quand même plein d'apports positifs de ce postdoc. La réponse est oui. Enfin, vraiment, c'est très coûteux en temps, ces séminaires-là, mais oui, parce qu'on a fait aussi des choses plus classiques, parce qu'on a fait aussi des entretiens quali avec chacune des structures. Et on se rendait compte dans ces séminaires-là, déjà que nos hypothèses étaient en permanence remises sur le chantier. On a observé aussi des convergences, mais aussi des tensions entre des acteurs qu'on avait interviewés individuellement par ailleurs. On a pu les faire travailler en atelier sur des choses comme on a fait faire des tableaux sur les participations croisées entre les structures. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y avait vraiment de la mutualisation ou pas. On leur a fait faire des scénarios prospectifs, une méthode un peu classique. Donc oui, vraiment, ça nous a permis, moi je pense, d'éviter, on a dû en écrire quelques-unes, mais d'éviter d'écrire trop de bêtises après, vraiment. Mais parce qu'on a eu la chance d'avoir ce cadre-là qui s'y prêtait, quoi. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on a commencé par les séminaires et j'ai fait les entretiens après. Donc au début, on ne comprenait rien, clairement, dans les séminaires, puisqu'ils étaient dans des... Il aurait fallu, idéalement, qu'on commence par des entretiens individuels avec les structures pour comprendre ensuite un peu mieux les séminaires. Bon, voilà. Ces séminaires aussi ont été, puisqu'il y avait la question de la langue, ont été l'occasion de clarifier aussi le langage. On retombe toujours sur cette question du langage qu'on emploie et de clarifier certains termes, certaines expressions qu'on utilisait. Bon, j'ai toujours cet exemple qui me vient en tête. On avait un séminaire où on parlait des conventions entre les acteurs et ma collègue économiste disait oui, les acteurs passent des accords entre eux, ils passent des compromis entre eux. Voilà. Alors quelqu'un a dit non, moi je ne fais pas de compromis. Donc, on a expliqué compromis, on a expliqué ce qu'on entendait par gouvernance, par territoire, etc. Mais c'est très déstabilisant. Enfin, moi, je n'étais pas très à l'aise au début, mais ça oblige aussi à se clarifier soi-même et au final, on y gagne, quoi, je crois. Merci beaucoup à vous, et puis on va poursuivre maintenant.